La serveuse est arrivée pour travailler à un mariage de luxe d'un millionnaire. Elle est restée figée en voyant la photo de sa mère disparue dans un cadre noir. Le réveil sonna à 5 heures du matin. Comme tous les jours depuis 3 ans, Lucie Rousseau ouvrit les yeux dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa grand-mère Monique, leurs 2 lits séparés par un rideau élimé qui avait connu des jours meilleurs, l'appartement de 2 pièces au 4e étage sans ascenseur de la Cité des Flamands, en périphérie de Marseille, sentait toujours un mélange de médicaments et de café réchauffé. « Mamie, ça va ?» chuchota-t-elle en écartant le rideau. Monique dormait encore, sa respiration sifflante ponctuée par la toux qui la réveillait chaque nuit à 78 ans. Elle luttait contre une maladie pulmonaire qui s'aggravait de mois en mois. Les factures du pneumologue s'empilaient sur la table de la cuisine, à côté des avis de retard pour le loyer et les charges. Lucie se glissa hors du lit en évitant de faire craquer le parquet. Dans la kitchenette, elle prépara le café dans la vieille cafetière italienne que Monique chérissait depuis 40 ans. C'était l'un des rares objets de valeur qu'elle possédait encore, avec l'alliance en or de sa grand-mère qu'elle refusait obstinément de vendre. Pour les urgences seulement, répétait-elle, à chaque fois que Lucie évoquait cette solution. En attendant que le café monte, Lucie consulta son téléphone. 3 messages de Sandrine, sa patronne à l'agence de service événementiel, Prestige Service. Le premier, arrivé à minuit. « Lucie, appelle-moi dès que tu te réveilles. J'ai quelque chose d'énorme pour toi. » Le deuxième, à 1 heure du matin. « C'est le contrat du siècle, ma belle, mais il faut que tu sois libre tout le week-end. » Le troisième, à 2 heures. « 500 € la journée, c'est du jamais vu, rappelle-moi vite. » 500 € la journée. Lucie manqua de faire tomber son téléphone. D'habitude, elle gagnait 80 € pour une journée de service, 120 quand elle avait de la chance avec les pourboires. Là, on parlait de plus d'argent qu'elle n'envoyait en un mois entier. Elle composa le numéro de Sandrine, qui décrocha à la première sonnerie. « Enfin, je commençais à croire que tu étais morte. Écoute-moi bien, ma puce. Le mariage Charpentier-Fort, ça te dit quelque chose ?» Lucie fronça les sourcils. Même dans son quartier populaire, tout le monde connaissait les Charpentiers. L'empire immobilier qui avait construit la moitié des résidences de luxe de Marseille et des environs, leur nom s'étalait sur des panneaux publicitaires dans toute la ville. Vaguement, pourquoi ? Antoine Charpentier épouse Camille Faure samedi. Le gratin du gratin sera là, ma belle. Député, préfet, grand patron, tout ce qui compte dans la région. Et devine quoi ? Une de mes filles de service est tombée malade hier soir. Gastro-carabiné. Il me faut quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui sait se tenir. Lucie sentit son cœur s'accélérer. « Et tu penses à moi ? Tu plaisantes. Tu es ma meilleure. Toujours impeccable. Jamais de bavure. Sauf que... » Sandrine marqua une pause. « C'est pas n'importe où. C'est chez les Charpentiers, dans leur propriété de Cassis. Tu vas servir les gens les plus riches de la région. Alors faut être au top du top. Je serai parfaite, tu le sais bien. Je sais, ma puce. C'est pour ça que je te file le contrat. Rendez-vous demain matin à 7 heures devant l'agence pour le briefing. Et Lucie, mets ta plus belle tenue noire, celle que tu réserves pour les grands événements. » Après avoir raccroché, Lucie resta immobile dans sa cuisine, le téléphone à la main, 500 €. De quoi payer la consultation chez le spécialiste que Monique repoussait depuis des semaines, plus les médicaments qui coûtaient une fortune, peut-être même de quoi régler une partie du loyer en retard. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» La voix enrouée de Monique la sortit de ses pensées. « Rien. »« Mamie, rendors-toi » Mais Monique était déjà debout, sa chemise de nuit flottant sur son corps amaigri. « Tu as eu des nouvelles de travail ? Je t'ai entendu téléphoner. » Lucie hésita. Sa grand-mère s'inquiétait toujours quand elle prenait des contrats importants, craignant qu'elle ne se fasse exploiter par des patrons peu scrupuleux. « Un mariage, samedi, bien payé. Combien bien payé ? Assez pour qu'on puisse enfin aller voir ce pneumologue privé dont tu as besoin. » Le visage de Monique se ferma aussitôt. « Je t'ai déjà dit que je ne veux pas que tu te tues au travail pour moi. J'ai survécu à bien pire qu'une petite toux. Ce n'est pas une petite toux. Mamie, et tu le sais ?» Lucie s'approcha de sa grand-mère et lui prit les mains. « C'est l'occasion rêvée, une seule journée, et on pourra respirer un peu financièrement. Chez qui c'est ? Les Charpentiers. » Monique tressaillit imperceptiblement, mais Lucie le remarqua. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Rien, ma chérie. C'est juste que ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Il faut que tu fasses attention. » « Attention à quoi ?
C'est juste du service, mamie. J'ai l'habitude. Monique serra les mains de sa petite fille entre les siennes, ses yeux bleus délavés, soudain inquiets. Promets-moi d'être prudente. Promets-moi de ne pas attirer l'attention, de faire ton travail et de partir. Tu me fais peur là, tu les connais. Non, non. C'est juste que les riches, parfois, ils ont des façons bizarres de traiter les gens comme nous. Lucie embrassa le front de sa grand-mère. Ne t'inquiète pas. Je suis plus solide que j'en ai l'air. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de préparation. Lucie repassa sa robe noire, vérifia que ses chaussures plates étaient impeccables, révisa mentalement toutes les règles du service de luxe que Sandrine lui avait enseignées au fil des années, comment porter un plateau sans faire trembler les verres, comment se déplacer silencieusement dans une pièce bondée, comment rester invisible tout en étant efficace. Le soir, allongée dans son lit, elle écoutait la respiration difficile de Monique et pensait à cette opportunité inespérée. 500 €, cela représentait 3 semaines de courses, 2 mois d'électricité, ou la consultation tant redoutée chez le spécialiste. Elle repensa aux paroles étranges de sa grand-mère, cette inquiétude soudaine quand elle avait mentionné les charpentiers. Monique était pourtant habituée à la voir travailler pour des familles aisées. Qu'est-ce qui rendait cette famille différente? Mais la fatigue eut raison de ses interrogations. Demain serait une grande journée, et elle devait être au meilleur de sa forme. Dans quelques heures, elle pénétrerait dans un monde qu'elle ne connaissait que de loin, celui du luxe et de l'opulence. Elle ne savait pas encore que ce samedi changerait sa vie à jamais, que derrière les fastes d'un mariage de rêve se cachèrent des secrets qui la concernaient plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Cette nuit-là, pour la dernière fois, Lucie Rousseau s'endormit en ignorant qui elle était vraiment. Le samedi matin, Lucie arriva devant l'agence Prestige Service à 7 heures précises. Sandrine l'attendait déjà, cigarette aux lèvres, ses cheveux blonds platine parfaitement coiffés malgré l'heure matinale. « Ma belle, tu es magnifique !» Elle examina Lucie de la tête aux pieds, ajustant le col de sa robe noire. « Parfait, écoute-moi bien maintenant. Chez les charpentiers, on ne plaisante pas. Ils reçoivent dans leur propriété de Cassis, vue mer, 15 chambres, personnel à demeure. Toi, tu seras affecté au service pendant la réception. » Sandrine lui tendit une feuille plastifiée. Voilà le plan de la propriété. Cuisine au sous-sol, salon de réception au rez-de-chaussée, chambres à l'étage. Tu ne montes jamais au premier étage, compris? C'est l'espace privé de la famille. Compris. L'équipe est composée de 8 personnes aujourd'hui. Tu travailles avec Marie, Fabien et Thomas que tu connais déjà. Les autres viennent d'une agence parisienne spécialement pour l'occasion. Ça te donne une idée du niveau. Le trajet en minibus jusqu'à Cassis dura 40 minutes. Lucie regardait défiler le paysage méditerranéen, les calanques qui se dessinaient au loin, les villas qui devenaient de plus en plus imposantes à mesure qu'ils approchaient de leur destination. Quand ils franchirent les grilles de la propriété Charpentier, elle retint son souffle. La demeure se dressait au bout d'une allée bordée de cyprès centenaires, majestueuse dans la lumière dorée du matin, architecture néoclassique, colonnes de marbre blanc, terrasses en cascade qui descendaient vers la mer. C'était plus impressionnant que tout ce qu'elle avait pu imaginer. « Putain », murmura Fabien à côté d'elle. « On n'est plus dans la même catégorie là. » L'intendante de la maison, Madame Bertrand, les accueillit dans la cour d'honneur, femme d'une 50aine d'années au chignon strict. Elle avait ce regard perçant de ceux qui avaient l'habitude de commander. « Mesdames et messieurs, vous représentez l'excellence aujourd'hui. 180 invités sont attendus pour 16 heures. La cérémonie se déroulera dans le jardin, le cocktail sur la terrasse est, le dîner dans le grand salon, aucune erreur ne sera tolérée. » Elle les conduisit à l'intérieur par l'entrée de service. Lucie découvrit des cuisines ultra-modernes où s'affairèrent déjà une dizaine de personnes en tenue blanche. L'odeur des préparations gastronomiques flottait dans l'air, foie gras, truffes, champagne qui refroidissait dans des bacs à glace. Lucie Rousseau. L'intendante consulta sa liste. Vous êtes affectée au service des boissons pendant le cocktail. Puis aux tables 12 à 15 pendant le dîner. Voici votre badge d'accès aux zones autorisées. Après avoir enfilé son tablier blanc et attaché ses cheveux, Lucie remonta vers les étages de réception. C'est en traversant le hall principal qu'elle s'arrêta net. Un mur entier était consacré à un mémorial familial. Des dizaines de photographies encadrées de dorures racontaient l'histoire des charpentiers sur 4 générations. Mariage, baptême, remise de décoration, poses officielles devant des chantiers, une dynastie figée dans l'argentique.
Mais ce qui coupa le souffle de Lucie, ce fut la photographie au centre. Dans un cadre plus grand que les autres, le visage d'une jeune femme brune aux yeux verts, souriant avec une douceur qu'elle reconnut immédiatement, c'était le même sourire qu'elle voyait dans le miroir chaque matin, les mêmes pommettes hautes, la même fossette au menton, sa mère, Hélène. Lucie s'approcha en titubant. Ses jambes soudain flageolantes, la plaque dorée en bas du cadre portait une inscription gravée « Hélène Poulain, épouse et mère chérie, 1980-2010 ». Épouse, mère chérie, les mots dansaient devant ses yeux. Monique lui avait toujours dit qu'Hélène était morte dans un accident de voiture quand Lucie avait 5 ans, en 2007, pas en 2010, et jamais sa grand-mère n'avait mentionné qu'elle ait été mariée. « Mademoiselle, vous allez bien ?» Lucie sursauta. Une femme de chambre en uniforme gris la regardait avec inquiétude. « Oui, je regardais juste les photos. Cette famille a l'air intéressante. Oh, les Charpentier. Ça fait 15 ans que je travaille ici. Une famille compliquée, si vous voulez mon avis. Mais bon, c'est pas mes affaires. » La femme de chambre baissa la voix. « Vous vous occupez du service aujourd'hui. » « Oui, pour l'agence Prestige. » « Alors un conseil, restez discrète et ne posez pas de questions. Monsieur Charles n'aime pas les curieux. » Lucie hocha la tête mécaniquement. Mais son esprit était ailleurs. Charles, ce devait être le patriarche de la famille. Et si Hélène était vraiment liée au Charpentier, il la connaissait forcément. Le reste de la matinée passa dans un brouillard. Lucie effectua ses tâches de préparation en pilote automatique, disposant les verres sur les plateaux, vérifiant que les nappes étaient parfaitement repassées, aidant à dresser les tables. Mais ses pensées revenaient sans cesse à cette photographie. Pourquoi Monique lui avait-elle menti? Et si Hélène était épouse et mère dans cette famille, où était son enfant? Lucie avait-elle un demi-frère ou une demi-sœur quelque part? À 13h, les invités commencèrent à arriver. Lucie observait depuis les cuisines le défilé de voitures de luxe, Mercedes, BMW, quelques Bentley, des hommes en costume sur mesure, des femmes en robe de créateur, tout ce que Marseille comptait de bourgeoisie et de notables. « Allez-y, c'est parti !» lança le chef de service. Lucie prit son plateau et remonta vers la terrasse. L'heure de vérité approchait, elle allait enfin voir la famille Charpentier de près, peut-être comprendre le lien qui unissait sa mère à cette dynastie. La cérémonie se déroulait dans le jardin face à la mer, un décor de rêve avec des arches de roses blanches et des rangées de chaises dorées. L'officiant, un maire visiblement impressionné par le faste de l'événement, officiait devant un parterre d'invités triés sur le volet, et là, au premier rang, Lucie le vit, Charles Charpentier, un homme d'une 60aine d'années, cheveux argentés parfaitement peignés, costume anthracite impeccable. Il avait ce port altier des gens habitués à commander, mais quelque chose dans son regard la mit mal à l'aise. Une froideur, une dureté qui contrastait avec le sourire de circonstance qu'il affichait pour les invités. À côté de lui, le marié, Antoine Charpentier, devait avoir une 30aine d'années, brun aux traits fins, élégant dans son smoking, mais comme son père, il y avait dans ses yeux une distance, comme s'il n'était pas vraiment présent à sa propre cérémonie. La mariée, Camille Faure, rayonnait dans sa robe de soie ivoire. Blonde, délicate, elle semblait sortie d'un magazine de mode. Pourtant, Lucie crut déceler une nervosité dans ses gestes, une tension qui n'avait rien à voir avec le trac normal d'une jeune mariée. Pendant que le maire prononçait les formules d'usage, Lucie circulait discrètement entre les invités avec son plateau de champagne. Elle tendait l'oreille, captant des bribes de conversation. Enfin, ce mariage arrange tout le monde. Charles a bien manœuvré, lié les deux familles comme ça. J'espère qu'Antoine sera plus stable que son père. Plus stable? Qu'est-ce que cela signifiait? Et pourquoi avait-elle l'impression que ce mariage avait plus à voir avec des intérêts financiers qu'avec l'amour? Quand la cérémonie se termina et que les invités se dirigèrent vers la terrasse pour le cocktail, Lucie croisa le regard de Charles Charpentier. Pendant une fraction de seconde, elle eut l'impression qu'il la dévisageait avec attention, comme s'il cherchait à la situer. Puis il se détourna pour serrer la main d'un invité, et elle se dit qu'elle avait dû imaginer cette intensité, mais au fond d'elle-même, une certitude grandissait. Cette famille cachait des secrets qui concernaient sa mère, et elle était bien décidée à découvrir la vérité. Quoi qu'il lui en coûte, le cocktail battait son plein sur la terrasse. Lucie évoluait entre les groupes d'invités, son plateau de coupe de champagne à la main,
l'esprit en ébullition. Chaque conversation qu'elle captait au vol était une pièce supplémentaire d'un puzzle qu'elle commençait à peine à entrevoir. « Antoine a vraiment de la chance », disait une femme en robe Chanel rose. « Camille apporte une dot considérable avec les terrains de la famille Faure à Nice. Et Charles qui pensait ne jamais réussir à caser son fils, » répondit son interlocuteur en riant. « Il faut dire qu'Antoine n'est pas des plus, sociable. » Lucie tendit une coupe au couple et continua sa ronde, les oreilles aux aguets. Plus elle écoutait, plus elle comprenait que ce mariage était avant tout une alliance économique entre deux dynasties marseillaises. Elle observait Antoine Charpentier à distance. Le jeune marié acceptait les félicitations avec un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Il y avait quelque chose de mécanique dans ses gestes, comme s'il jouait un rôle appris par cœur. Quand une invitée le complimenta sur sa chance d'épouser une si jolie femme, elle vit ses mâchoires se crisper imperceptiblement. « Tu as vu comme il fait la gueule », murmura Fabien, en passant près d'elle avec un plateau de petits fours. Pour un marié, il n'a pas l'air franchement heureux. Lucie hocha la tête distraitement. Son attention était captée par Charles Charpentier, qui s'entretenait avec un homme d'âge mûr près du bar. Elle se rapprocha discrètement, feignant de réapprovisionner les verres. « Cette histoire avec Hélène est derrière nous depuis longtemps », disait Charles d'une voix basse. « Personne ne s'en souvient plus. »« Heureusement », répondit l'autre homme. « Cette femme aurait pu ruiner ta réputation. Tu as bien fait de... » Charles lui coupa la parole d'un regard noir. « On n'en parle plus, Pierre. C'est du passé. » Le cœur de Lucie s'emballa. Il parlait de sa mère. « Cette femme aurait pu ruiner ta réputation. Qu'est-ce que Hélène avait fait? Et qu'est-ce que Charles avait fait pour l'en empêcher ?» Elle s'éloigna avant d'être remarquée. Mais les mots résonnaient dans sa tête. Plus elle en apprenait, plus elle était convaincue que la mort de sa mère n'avait rien d'accidentel. « Mademoiselle !» Une voix la fit sursauter. Camille Faure, désormais Camille Charpentier, se tenait devant elle, resplendissante dans sa robe de mariée. « Pourriez-vous m'apporter une coupe d'eau? J'ai soif et ce champagne me donne mal à la tête. »« Bien sûr, madame. » Lucie se dirigea vers le bar, mais Camille la suivit. Une fois à l'écart des invités, la jeune mariée ôta ses escarpins avec un soupir de soulagement. « Mon Dieu, ces chaussures me tuent, et cette robe pèse une tonne. » Elle but l'eau d'un trait, puis regarda Lucie avec curiosité. « Vous travaillez souvent pour des événements comme celui-ci ?»« De temps en temps. »« Madame, Camille. Appelez-moi Camille. » Elle sourit, et pour la première fois de la journée, son expression sembla sincère. « Vous savez, je n'ai pas l'habitude de tout ce faste. Ma famille a de l'argent, mais les Charpentiers, c'est autre chose. Parfois j'ai l'impression d'être dans un film. » Lucie hésita, puis se lança. La famille Charpentier a l'air très unie. Le sourire de Camille vacilla. Unie, c'est une façon de voir les choses. Charles dirige tout d'une main de fer. Antoine fait ce qu'on lui dit depuis qu'il est enfant. Et moi, elle s'interrompit, comme si elle en avait trop dit. « Excusez-moi, je ne devrais pas. C'est le stress du mariage qui me fait parler. Je comprends, ça doit être impressionnant. Vous n'imaginez même pas. » Camille regarda vers la terrasse où Charles distribuait des poignées de main avec l'assurance d'un homme politique. « Mon beau-père a des opinions très arrêtées sur la façon dont les choses doivent se passer dans cette famille. Et quand on ne lui obéit pas, » elle frissonna malgré la chaleur. « Enfin, Antoine m'a prévenu. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse attention, que son père pouvait être imprévisible quand on le contrarie. Imprévisible comment ?» Camille la regarda avec surprise, comme si elle réalisait soudain qu'elle se confiait à une inconnue. « Non, oubliez ce que j'ai dit. Je suis fatiguée. Je dis n'importe quoi. » Elle remit ses chaussures et se dirigea vers la terrasse, laissant Lucie avec encore plus de questions qu'avant. Qu'est-ce qu'Antoine avait voulu dire en conseillant à sa femme de faire attention à son père? L'après-midi avançait, et les invités commençaient à se diriger vers le grand salon pour le dîner. Lucie aidait à transporter les derniers plateaux, quand elle croisa Marie, une des serveuses expérimentées de l'agence. « Tu as vu comme l'ambiance est bizarre ?» lui glissa Marie à l'oreille. « J'ai travaillé dans beaucoup de mariages, mais là, on dirait plus un enterrement qu'une fête. »« Comment ça ? Regarde Antoine et Camille, ils se parlent à peine. Et Charles, il passe son temps à surveiller tout le monde comme un garde-chiourme. Sans compter que j'ai entendu des trucs chelous. Quel genre de trucs ?» Marie jeta un coup d'œil autour d'elle avant de chuchoter. Une des invitées racontait à sa copine que les Charpentiers avaient eu des ennuis il y a quelques années.
Une histoire de femme qui avait voulu faire du chantage à Charles. Apparemment, elle est morte dans des circonstances douteuses. Le sang de Lucie se glaça. Elle a dit quand c'était. Il y a une dizaine d'années. Je crois. Pourquoi tu me demandes ça? Non, comme ça. Mais Lucie n'écoutait déjà plus. Une dizaine d'années, cela correspondait à la période où Hélène était censée être morte. Et si cette femme qui avait voulu faire du chantage était sa mère, le dîner se déroula dans le grand salon, une pièce aux dimensions cathédraliques, avec des lustres en cristal et des tapisseries d'époque. Lucie était affectée au service des tables 12 à 15, située près des porte-fenêtres donnant sur le jardin. Elle observait Charles Charpentier présider la table d'honneur avec l'autorité d'un empereur. À sa droite, Antoine gardait ce masque impassible qu'elle commençait à reconnaître. À sa gauche, Camille souriait poliment aux convives mais semblait tendue. Un discours, réclamèrent les invités en frappant leurs verres avec leurs couteaux. Charles se leva lentement, savourant l'attention générale. « Mes chers amis, c'est un jour de bonheur pour notre famille. Antoine épouse aujourd'hui une femme remarquable, et nous accueillons Camille parmi nous avec joie. » Il marqua une pause, son regard balayant l'assemblée. Les Charpentiers ont toujours su préserver ce qui leur était cher et éliminer ce qui pouvait leur nuire. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère, où les erreurs du passé sont définitivement oubliées. Applaudissements polis. Mais Lucie avait noté la formulation étrange, éliminer ce qui pouvait leur nuire. Et ces erreurs du passé dont il parlait, plus tard, pendant que les invités prenaient le café sur la terrasse, Lucie profita d'un moment d'accalmie pour retourner dans le hall d'entrée. Elle avait besoin de revoir cette photographie, de confirmer ce qui lui semblait maintenant évident. Le mémorial était éclairé par des spots discrets qui faisaient ressortir les dorures des cadres. Lucie s'approcha de la photo de sa mère, le cœur battant. Cette fois, elle remarqua des détails qui lui avaient échappé le matin. Hélène portait une robe simple mais élégante. Ses cheveux étaient coiffés avec soin. Ce n'était pas la tenue d'une épouse de la haute société, mais plutôt celle d'une employée endimanchée. Jolie femme, n'est-ce pas? Lucie fit volte-face. Charles Charpentier se tenait derrière elle, un verre de cognac à la main. De près, il était plus imposant qu'elle ne l'avait imaginé. Grand, carré d'épaules, avec ses yeux grisaciers qui semblaient vous transpercer. « Oui, monsieur », répondit-elle en s'efforçant de garder une voix neutre. « Hélène Poulain, elle travaillait pour nous, il y a longtemps, une femme, compliquée. » Il but une gorgée de cognac, ses yeux ne quittant pas le visage de Lucie. Vous lui ressemblez un peu d'ailleurs, les mêmes yeux verts, la même détermination dans le regard. Le piège, Lucie le sentit se refermer autour d'elle, mais elle ne pouvait plus reculer. « Je ne vois pas de ressemblance, monsieur. » Charles sourit, mais ce sourire n'avait rien de rassurant. « Bien sûr que non, ce serait troublant, n'est-ce pas ?» Cette nuit-là, Lucie ne dormit pas, allongée dans son lit étroit. Elle ressassait chaque mot, chaque regard échangé avec Charles Charpentier. « Vous lui ressemblez un peu ?» avait-il dit. Ce n'était pas une observation innocente. C'était un avertissement déguisé. À côté d'elle, Monique dormait d'un sommeil agité, ponctuant ses rêves de petits gémissements inquiets. Combien de secrets sa grand-mère lui cachait-elle encore? Et pourquoi cette peur dans ses yeux quand elle avait mentionné les Charpentiers? Le dimanche matin, Lucie retourna à la propriété sous prétexte de récupérer un plateau oublié. En réalité, elle avait besoin de fouiller, de comprendre. Sandrine lui avait donné les clés pour cette mission de récupération de matériel, ne se doutant pas des véritables intentions de sa protégée. La demeure semblait différente dans la lumière blafarde du matin, plus froide, plus menaçante. Les traces de la fête de la veille avaient été effacées par une équipe de nettoyage professionnelle. Tout était redevenu impeccable, comme si le mariage n'avait été qu'un rêve. Lucie connaissait les habitudes de la maison pour avoir travaillé 3 jours consécutifs aux préparatifs. Charles Charpentier prenait son petit déjeuner à 8 heures précises dans la véranda, puis se retirait dans son bureau jusqu'à 10 heures pour lire la presse économique. À 10 heures, il sortait toujours sur la terrasse pour fumer un cigare en contemplant la mer. C'était sa routine immuable depuis 15 ans. Lui avait confié la gouvernante. Il était 9h45, Lucie avait 15 minutes. Le bureau de Charles occupait tout l'angle sud-ouest du rez-de-chaussée. Double porte en acajou, moquette épaisse, bibliothèque murale couvrant 3 murs. Derrière le bureau Empire, une baie vitrée offrait une vue panoramique sur les Calanques. C'était le sanctuaire du patriarche.
l'endroit d'où il dirigeait son empire, Lucie referma doucement la porte derrière elle et se dirigea vers le meuble bas qui courait le long du mur est. 3 tiroirs, tous fermés à clé, mais elle avait grandi dans un quartier où on apprenait tôt à se débrouiller. Avec une épingle à cheveux et un peu de patience, elle força la serrure du tiroir central, à l'intérieur, des dossiers soigneusement classés, contrat 2020-2025, correspondance administrative, projets immobiliers, rien qui sorte de l'ordinaire. Elle passa au tiroir de gauche. Même chose, paperasse officielle, factures, documents légaux. Le tiroir de droite résista davantage. La serrure était plus sophistiquée, comme si son contenu méritait une protection supplémentaire. Lucie s'acharna. Sentant les gouttes de sueur perler sur son front, un coup d'œil à sa montre, 9h52, le déclic tant attendu résonna enfin. Le tiroir s'ouvrit sur une chemise rouge marquée « Personnel, confidentiel », posée sur une pile de documents plus anciens. Lucie saisit la chemise d'une main tremblante et l'ouvrit. La première pièce la fit chanceler. Un certificat de naissance au nom d'Antoine Charpentier, daté du 15 mars 1997. Père, Charles Charpentier. Mère, Hélène Poulain. Pas Hélène Charpentier. Poulain, son nom de jeune fille. Les documents suivants racontaient une histoire sordide qu'elle reconstituait peu à peu. Un contrat de mariage entre Hélène Poulain et Dieudonné Charpentier, le frère cadet de Charles, daté du 2 janvier 1997, soit 2 mois avant la naissance d'Antoine. Un mariage blanc, destiné à légitimer un enfant qui n'était pas celui du marié. Plus loin, des lettres manuscrites de Hélène adressées à Charles. L'écriture était nerveuse, suppliante. « Charles, je ne peux plus supporter cette mascarade. Dieudonné boit de plus en plus. Et quand il boit, il devient violent. Je veux récupérer mon fils et partir d'ici. Tu m'avais promis que ce serait temporaire. » Une autre, datée de 2003. « J'ai découvert tes magouilles avec les permis de construire. Les pots de vin aux élus, les fausses factures, tout. Si tu ne me laisses pas partir avec Antoine, je dirai tout à la police. » La réponse de Charles était tapée à la machine, froide et menaçante. « Ma chère Hélène, tu sembles oublier que ton fils porte le nom des Charpentiers. Il restera dans cette famille. Quoi qu'il arrive, quant à tes découvertes, je te conseille de les oublier si tu tiens à ta santé mentale. » Les mains de Lucie tremblaient en tournant les pages. Un rapport médical de la clinique psychiatrique Saint-Barnabé, daté du 15 avril 2005. Admission volontaire de Madame Hélène Poulain-Charpentier pour dépression sévère et tendance paranoïaque. Traitement par électrochoc et neuroleptique recommandé. Volontaire. Lucie connaissait sa mère. Hélène n'avait jamais eu de problèmes mentaux. Ce rapport était un faux, une façon de l'interner de force. D'autres documents médicaux suivaient, détaillant 5 années d'enfer. Hélène avait été maintenue sous sédatifs puissants. Subissant des traitements expérimentaux qui avaient progressivement détruit sa mémoire, les notes des médecins parlèrent d'une patiente difficile qui persistait dans ses délires de persécution et réclamait sans cesse son fils. Le dernier document lui coupa le souffle. Un rapport d'autopsie de 2010. Décès par overdose accidentelle de médicaments, la patiente a ingéré une dose létale de barbiturique, probablement par confusion liée à son état mental dégradé. Accidentelle, dans la marge, une note manuscrite de Charles, problème réglé, aucun témoin. Lucie porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Sa mère n'était pas morte dans un accident de voiture. Elle avait été assassinée, lentement, méthodiquement, par celui qui prétendait l'avoir aimée. Intéressante lecture. Lucie se figea. Charles Charpentier se tenait dans l'encadrement de la porte, ses yeux gris plantés dans les siens. Il tenait encore son cigare à demi consumé, comme s'il venait juste d'interrompre sa routine matinale. Je cherchais juste... Tu cherchais la vérité sur ta mère. » Il entra dans le bureau et referma la porte derrière lui. Lucie Rousseau, ou devrais-je dire Lucie Poulain, fille d'Hélène et de Charles Charpentier. Ma fille, le monde bascula autour d'elle. Quoi ? Oh oui, ma petite. Hélène était enceinte de moi quand elle a épousé mon pauvre frère Dieudonné. Antoine n'est que ton demi-frère. Vous partagez le même père. Moi. Charles s'approcha lentement, savourant chaque mot. Ta grand-mère ne t'a jamais rien dit. Pourtant, elle sait tout. Je l'ai menacée de mort si elle parlait. Visiblement, elle a bien retenu la leçon. Vous êtes un monstre. Je suis un homme d'affaires pragmatique. Hélène menaçait de détruire tout ce que j'avais construit. Elle est devenue un problème.
J'ai résolu le problème. » Lucie serrait les documents contre sa poitrine. Les preuves de la culpabilité de cet homme qui se tenait devant elle avec un calme terrifiant. « Et maintenant, tu es devenu un problème à ton tour, » continua Charles. « Mais contrairement à ta mère, toi, tu vas disparaître pour de bon ce soir. Un accident regrettable sur la route de Marseille. Vous n'oserez pas. Trop de gens savent que j'étais ici. » Charles éclata de rire. « Ma pauvre enfant, tu crois vraiment que la police va s'inquiéter de la mort d'une petite serveuse de banlieue? Surtout quand le commissaire Moreau sera là pour classer l'affaire rapidement. Il me doit quelques services. » Il fit un pas vers elle, mais Lucie était déjà en mouvement. Elle contourna le bureau et se rua vers la porte-fenêtre qui donnait sur la terrasse. Charles tenta de la rattraper, mais elle était plus rapide que lui. « Tu ne pourras pas courir éternellement », lui cria-t-il, tandis qu'elle dévalait les escaliers de pierre vers le jardin. Lucie courut comme elle n'avait jamais couru. Les documents toujours serrés contre elle, elle devait sortir de cette propriété. Rejoindre la route, trouver de l'aide. Mais surtout, elle devait protéger ses preuves. C'était tout ce qui restait de sa mère, tout ce qui pouvait faire justice. Derrière elle, elle entendait Charles hurler des ordres au personnel de sécurité. Les chiens aboyaient déjà. La chasse venait de commencer. Lucie courut à travers la pinède qui bordait la propriété, les branches lui griffant le visage, les documents toujours plaqués contre sa poitrine. Derrière elle, les aboiements se rapprochaient. Charles avait lâché les chiens de garde. Elle atteignit le mur d'enceinte et l'escalada tant bien que mal. S'écorchant les mains sur la pierre rugueuse, de l'autre côté, la route serpentait vers Cassis. Un camion de livraison approchait. Lucie se jeta au milieu de la chaussée, agitant les bras. « Arrêtez-vous, s'il vous plaît !» Le chauffeur freina brutalement. « Ça va pas la tête ? Vous auriez pu vous faire tuer. Il faut que vous m'emmeniez. C'est une question de vie ou de mort. » L'homme, la cinquantaine bedonnante, la dévisagea avec méfiance. « Vous fuyez quoi ? Un mari violent ? Quelque chose comme ça. Je vous en supplie. » Il déverrouilla les portières. « Montez, mais je vous dépose à la gendarmerie de Cassis, d'accord ? » « Non. » Lucie secoua la tête violemment. « Pas la police, pas maintenant. Vous pouvez me déposer à l'arrêt de bus. » Le trajet jusqu'à Marseille lui parut interminable. Assise au fond du car bondé, elle relisait les documents dérobés, chaque révélation lui donnant la nausée. Sa mère, emprisonnée pendant 5 ans dans un hôpital psychiatrique, torturée par des traitements qui n'avaient d'autre but que de la réduire au silence, et finalement assassinée quand elle avait commencé à retrouver la mémoire. Antoine était son demi-frère. Cette pensée la troublait plus que tout. Hier encore, il lui était totalement étranger. Aujourd'hui, elle découvrait qu'ils partageaient le même père, le même sang, la même tragédie familiale. Il fallait qu'elle joigne Monique. Sa grand-mère lui avait menti pendant 15 ans, mais Lucie comprenait maintenant pourquoi. Charles l'avait menacée de mort. Combien de nuits Monique avait-elle passé à trembler, sachant que la vérité pouvait leur coûter la vie à toutes les deux. Le bus la déposa à la Canebière. Lucie se dirigea vers le premier café qu'elle trouva et s'installa dans un coin sombre, loin des fenêtres. Elle commanda un café et sortit son téléphone portable d'une main tremblante. Monique décrocha à la première sonnerie, comme si elle attendait son appel. « Lucie. Mon Dieu, ma chérie, où es-tu ? Tu devais rentrer hier soir. Je me suis fait un sang d'encre. Mamie, il faut qu'on parle. J'ai découvert des choses. Sur maman. » Le silence qui suivit fut éloquent. Lucie entendit sa grand-mère inspirer profondément, comme quelqu'un qui se prépare à un aveu longtemps repoussé. « Tu es en sécurité. Pour l'instant, mamie, j'ai trouvé des documents chez les charpentiers. Je sais tout. Pour maman et Charles, pour Antoine, pour l'hôpital psychiatrique, tout. » Un sanglot étouffé lui parvint à travers le téléphone. « Ma pauvre petite, j'aurais voulu t'épargner ça toute ma vie. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? » « Parce qu'il m'a menacée, » explosa Monique, sa voix brisée par les larmes. « Ce monstre m'a dit qu'il te tuerait si je parlais. Le jour de l'enterrement d'Hélène, il est venu me voir. Il m'a dit que ta mère était morte dans un accident, que c'était la version officielle et que si je la contredisais, tu aurais le même sort qu'elle. » Lucie ferma les yeux. Imaginant sa grand-mère de 63 ans face à Charles Charpentier, seule, terrorisée, avec une petite fille de 8 ans à protéger. « Il t'a donné de l'argent aussi, c'est ça. Comment tu sais ça ? Le loyer, les courses, mes vêtements, on n'avait pas les moyens, mais on s'en sortait toujours. Tu me disais que c'était l'assurance de maman.
Mais il n'y en avait pas, n'est-ce pas ? Monique renifla. Charles nous versait 500 € par mois, le prix de mon silence, et moi, lâche que je suis, j'ai accepté, parce que j'avais peur, Lucie. Peur qu'il tienne ses promesses. Tu n'es pas lâche. Mamie, tu as protégé ta petite fille comme tu as pu. J'aurais dû être plus courageuse, ta mère, elle, l'était. Trop courageuse pour son bien. Lucie but une gorgée de café amer. Raconte-moi tout maintenant, du début. Monique prit une inspiration tremblante. Hélène avait 19 ans quand elle a commencé à travailler comme femme de ménage chez les Charpentiers. Elle était si belle, si neuve. Charles était marié à Thérèse Faure, mais ça ne l'a pas empêché de séduire ma fille, ou plutôt de la violer, parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Il l'a violée. Hélène n'a jamais voulu me donner les détails, mais j'ai compris, un soir, elle est rentrée en pleurs. Les vêtements déchirés, 3 semaines plus tard, elle découvrait qu'elle était enceinte. La voix de Monique se durcit. Charles lui a proposé un marché. Soit elle avortait et il la payait pour se taire, soit elle gardait l'enfant mais épousait son frère Dieudonné pour sauver les apparences. Hélène voulait ce bébé. Alors elle a accepté. Et Dieudonné, un homme faible, alcoolique, qui faisait tout ce que Charles lui disait, il savait très bien qu'il n'était pas le père, mais il a joué le jeu. En échange, Charles lui versait une rente et lui permettait de vivre dans la propriété familiale. Lucie pensait à Antoine. Élevée dans ce mensonge, croyant que Dieudonné était son père, maman a essayé de récupérer Antoine. Pendant des années, mais Charles contrôlait tout. L'argent, la maison, même les sorties d'Hélène. Elle était prisonnière dorée, si tu veux, et quand elle a menacé de tout révéler, il l'a fait interner. En 2005, oui, du jour au lendemain, elle a disparu. Charles m'a dit qu'elle avait fait une dépression nerveuse et qu'elle était soignée dans une clinique privée. Il m'a interdit de la voir, prétendant que cela aggraverait son état. Et toi, tu l'as cru. Au début, oui, Hélène avait effectivement l'air déprimée les derniers mois. Elle parlait de partir avec Antoine, de tout plaquer. Je pensais qu'elle avait craqué sous la pression. Monique marqua une pause. Mais au bout de 2 ans sans nouvelles, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai essayé de contacter la clinique, mais il me disait qu'il n'y avait aucune patiente de ce nom. Quand j'ai confronté Charles, il est devenu furieux. C'est là qu'il m'a menacée pour la première fois. Tu n'as jamais revu maman. Jamais. La voix de Monique se brisa complètement. Ma fille unique. Et je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Quand Charles m'a annoncé sa mort en 2010, j'ai voulu voir le corps. Mais il m'a dit qu'elle avait été incinérée selon ses dernières volontés. Tout était faux, bien sûr. Lucie essuyait ses larmes avec sa manche. Autour d'elle, la vie continuait normalement. Des gens buvaient leur café en lisant le journal, discutaient de leurs projets de week-end. Ils n'avaient aucune idée qu'à quelques mètres d'eux, une jeune femme découvrait l'horreur absolue de son histoire familiale. « Mamie, il faut qu'on aille voir la police maintenant. J'ai les preuves de tout. » « Non. » La véhémence de Monique l'a surpris. « Tu ne comprends pas, Lucie ? Charles Charpentier. Ce n'est pas n'importe qui. Il a des amis partout. Dans la police, dans la justice, en politique. Si tu l'attaques de front, il te détruira. Alors on fait quoi ? On se tait comme tu l'as fait pendant 15 ans. Je ne sais pas, ma chérie. Je ne sais plus. Monique pleurait maintenant sans retenue. J'ai passé toutes ces années à me dire que c'était fini, que vous étiez en sécurité toutes les deux, et voilà que tu découvres tout. Et Antoine, il sait, lui ? Je ne crois pas. Charles a tout fait pour qu'il grandisse en ignorant la vérité. Mais maintenant qu'il est adulte, Lucie repensa au comportement étrange d'Antoine pendant le mariage. Cette froideur, cette distance. Et s'il savait, lui aussi, s'il préparait quelque chose. « Mamie, il faut que je rentre. On va réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire. Fais attention, ma chérie. Charles sait maintenant que tu sais. Il ne te laissera pas tranquille. » Lucie raccrocha et resta immobile quelques minutes. Digérant cette conversation, 15 ans de mensonges venaient de s'effondrer en une matinée. Sa mère n'était pas morte dans un accident. Elle avait été assassinée par son propre père biologique. Elle regarda les documents étalés devant elle. C'était tout ce qui restait d'Hélène Poulain. Quelques papiers officiels qui racontaient une tragédie familiale. Mais c'était aussi une arme, la preuve que Charles Charpentier était un meurtrier. Il fallait qu'elle trouve un moyen de s'en servir, pour sa mère, pour elle-même et pour toutes les victimes de cet homme. Mais d'abord,
Elle devait survivre à cette journée. Lucie passa la nuit suivante les yeux grands ouverts, sursautant au moindre bruit dans la cage d'escalier de leur immeuble. Chaque voiture qui ralentissait dans la rue, chaque pas dans le couloir la faisait trembler. Charles pouvait débarquer à tout moment. À côté d'elle, Monique dormait d'un sommeil agité, murmurant le nom d'Hélène dans ses rêves. Sa grand-mère avait vieilli de 10 ans en une soirée. Comme si avouer enfin la vérité avait libéré toute l'angoisse accumulée pendant 15 années. Le mardi matin, Lucie reçut un texto d'un numéro inconnu. « Café de la paix, 11h, venez seul, Antoine ». Son sang se glaça. Comment Antoine avait-il eu son numéro? Et que lui voulait-il? Était-ce un piège tendu par Charles? Mais une part d'elle était curieuse. Si Antoine savait vraiment qu'ils étaient demi-frères et sœurs, s'il connaissait la vérité sur leur père, peut-être pourrait-il l'aider. Ou peut-être était-il aussi dangereux que Charles. Le Café de la Paix se trouvait près du Vieux-Port. Un établissement sans prétention fréquenté par les dockers et les employés du port. Lucie arriva en avance et choisit une table d'où elle pouvait surveiller l'entrée. Elle avait glissé une copie des documents les plus compromettants dans son sac, gardant les originaux cachés chez elle. Antoine apparut à 11h précises, en jean et blouson de cuir. Il était méconnaissable par rapport au marié tiré à 4 épingles qu'elle avait servi 3 jours plus tôt. Il balaya la salle du regard avant de la repérer et de s'approcher de sa table. « Lucie Rousseau », dit-il en s'asseyant face à elle. « Ou devrais-je dire ma demi-sœur ?» Sa voix était calme, mais elle décela une tension sous-jacente. « Vous savez donc, je sais beaucoup de choses. » Il commanda un café d'un geste au serveur. « Par exemple, que vous avez fouillé le bureau de Charles dimanche matin, que vous avez dérobé des documents et que vous avez failli vous faire tuer en vous enfuyant. Comment vous? J'ai mes sources dans la maison, Charles croit contrôler tout le monde, mais certains employés ont une excellente mémoire. » Antoine la dévisagea intensément. « La vraie question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire de ces informations ?» Lucie hésita. Pouvait-elle lui faire confiance? Tout dépend de vos intentions. Vous êtes avec lui ou contre lui? Un sourire amer étira les lèvres d'Antoine. Contre lui, ma chère Lucie. Je passe ma vie à planifier sa destruction. Depuis que j'ai découvert la vérité sur notre mère. Quand l'avez-vous découverte? Il y a 7 ans, quand Dieudonné est mort, sur son lit de mort. Il a tout avoué. Le faux mariage, la vraie paternité de Charles, ce qui était arrivé à Hélène. Antoine serra les poings. 21 ans de ma vie basés sur un mensonge. 21 ans à appeler papa l'homme qui avait torturé ma mère jusqu'à la mort. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Partir. Antoine éclata d'un rire sans joie. Et laisser Charles continuer ses saloperies impunément. Non, j'ai décidé de rester pour le détruire de l'intérieur. Mais il me fallait une stratégie. Des preuves, du temps. Il but une gorgée de café, ses yeux ne quittant pas le visage de Lucie. Vous savez pourquoi j'ai épousé Camille? Pas par amour. En tout cas, Camille Forêt, la nièce de Thérèse, la première épouse de Charles. En l'épousant, j'accède légalement à tous les biens de la famille, y compris ceux qui appartenaient au fort. Charles pense que c'est un mariage d'intérêt qui arrange tout le monde. Il ne sait pas que je prépare son enterrement depuis des années. Et Camille, elle est au courant. Partiellement, elle sait que j'ai des comptes à régler avec Charles, mais pas tous les détails. C'est une femme bien, qui ne mérite pas d'être mêlée à cette histoire sordide. Lucie l'observait, cherchant des traces de ressemblance entre eux. Même couleur d'yeux, même obstination dans le regard. Ils étaient bien du même sang. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-elle. « Vos documents. Pour commencer, j'ai besoin de preuves matérielles pour étayer mon dossier. Et votre témoignage. » Mon témoignage sur quoi? Je n'étais qu'un bébé quand tout ça s'est passé. Mais votre grand-mère était là, elle a tout vu, tout entendu. Monique Poulain est le témoin que j'attendais depuis des années. Lucie secoua la tête. Hors de question, mamie a 80 ans et elle est malade. Je ne la mettrai pas en danger. Elle est déjà en danger. Antoine se pencha vers elle, baissant la voix. Vous croyez que Charles va vous laisser tranquille maintenant que vous savez tout? Il va vous éliminer toutes les deux. C'est une question de temps. Alors qu'est-ce que vous proposez? Antoine sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. 2 billets d'avion pour le Canada, départ jeudi, nouvelles identités, compte bancaire alimenté, appartement prêt à Montréal, vous disparaissez et vous recommencez votre vie là-bas. En échange de quoi? De votre silence. Vous me donnez les documents, vous témoignez devant mon avocat, et après vous oubliez tout,
Vous laissez la justice entre mes mains. » Lucie fixa l'enveloppe. Une nouvelle vie, la sécurité pour elle et Monique, tout ce dont elles avaient rêvé, mais « Et si vous échouez, si Charles s'en sort, il ne s'en sortira pas. J'ai passé 7 ans à préparer ça, Lucie. J'ai des alliés dans la police, dans la justice, des gens intègres qui attendent le bon moment pour frapper. Votre dossier est la pièce manquante du puzzle. Pourquoi je vous ferais confiance ? Vous pourriez très bien être en train de me manipuler pour le compte de Charles. » Antoine la regarda droit dans les yeux. « Parce que nous sommes les enfants d'Hélène Poulain, parce qu'elle mérite justice, et parce que Charles Charpentier a détruit assez de vies comme ça. » Il se leva et jeta quelques euros sur la table. « Réfléchissez, vous avez jusqu'à demain soir pour vous décider. Après, je lance la procédure avec ou sans vous. Mais croyez-moi, vous serez plus en sécurité au Canada qu'ici. Attendez. » Lucie le retint par le bras. « C'est cette année de préparation. Vous n'avez jamais pensé que j'existais. » Le visage d'Antoine se durcit. « Charles m'avait dit que vous étiez morte avec Hélène. C'est votre apparition samedi qui a tout changé. Vous lui ressemblez tellement. Et ça ne vous fait rien de découvrir que vous avez une sœur. » Antoine hésita. Et pour la première fois, elle vit une faille dans son masque de froideur. « Si, bien sûr. Mais je ne peux pas me permettre de sentiments dans cette histoire, pas tant que Charles sera vivant. » Il s'éloigna, la laissant seule avec l'enveloppe et ses doutes, 2 billets pour le Canada, une porte de sortie, mais était-ce vraiment ce qu'elle voulait ? Fuir pendant qu'Antoine affrontait seul leur père monstrueux, de retour chez elle. Lucie trouva Monique assise à la table de la cuisine, les mains croisées devant elle. Sa grand-mère avait ce regard déterminé qu'elle ne lui avait pas vu depuis des années. « J'ai réfléchi toute la nuit », dit Monique sans préambule. « On ne peut pas continuer à fuir. Il faut que Charles paie pour ce qu'il a fait à ma fille. »« Mamie. »« Non, écoute-moi. J'ai eu tort de me taire pendant 15 ans. Par lâcheté, par peur. Mais maintenant que tu sais tout, maintenant qu'Antoine semble décidé à agir, je ne peux plus rester cachée. » Monique se leva et alla chercher une boîte métallique dans sa chambre. « J'ai gardé ça toutes ces années. Les lettres qu'Hélène m'envoyait en secret, avant qu'elle disparaisse. Les preuves que Charles l'a menacée, qu'il l'a fait chanter. » Elle ouvrit la boîte et en sortit une dizaine d'enveloppes jaunies. « C'est notre contribution à la justice, ma chérie, pour Hélène. » Lucie regarda sa grand-mère avec un mélange d'admiration et d'angoisse. Monique était prête à risquer sa vie pour venger sa fille. Comment pouvait-elle, elle, envisager de fuir au Canada ? Cette nuit-là, elle prit sa décision. Elle n'irait pas au Canada. Elle resterait pour affronter Charles Charpentier aux côtés d'Antoine, pas seulement pour la justice, mais pour honorer la mémoire d'Hélène Poulain. Sa mère avait été courageuse jusqu'au bout. Il était temps que sa fille le soit aussi. Le mercredi soir, Lucie rappela Antoine. « Je reste, et j'ai autre chose pour vous. » Ils se retrouvèrent dans un parking souterrain près de la gare Saint-Charles. Antoine examina les lettres de Monique à la lumière de son téléphone portable, son visage se durcissant à chaque ligne. « Ces lettres complètent parfaitement le dossier, » dit-il en les rangeant soigneusement. « Avec ça et vos documents, Charles ne pourra pas s'en sortir. Quand comptez-vous agir ? Samedi prochain, Charles organise une grande réception pour célébrer mon mariage. Tout le gratin marseillais sera là, y compris le procureur de la Croix et plusieurs magistrats, l'occasion rêvée pour rendre publiques nos accusations. » Antoine lui tendit une clé USB. « J'ai fait numériser tous les documents. Gardez ça précieusement. C'est notre assurance vie. Et Camille, elle sait ce qui va se passer. Je lui ai dit qu'il y aurait des révélations sur Charles samedi soir. Elle a accepté de jouer le jeu, au fond. Elle non plus n'aime pas beaucoup mon cher papa. » Le regard d'Antoine se perdit dans le vague. « Vous savez, pendant toutes ces années, j'ai rêvé de ce moment. Voir Charles s'effondrer publiquement, humilié devant tous ceux qui l'impressionnaient. Mais maintenant que c'est proche, vous avez peur. Non. J'ai hâte. » Il la regarda intensément. « Hélène va enfin avoir justice, grâce à vous. » Le vendredi, Lucie reçut un appel de Sandrine. « Ma belle, j'ai encore du travail pour toi. Les Charpentiers organisent une fête samedi soir. Tu es libre. » Le destin lui offrait la possibilité d'être présente pour assister à la chute de Charles. « Bien sûr, je suis libre. »« Parfait. Même équipe que pour le mariage, même tarif. Rendez-vous demain à 15h. » Lucie raccrocha avec un sourire amer. Elle allait servir les derniers verres de champagne de Charles Charpentier, en homme libre.
Le samedi après-midi, la propriété de Cassis bouillonnait d'activité. Traiteurs, décorateurs, musiciens s'affairaient pour transformer la demeure en écrin de luxe. Les salons avaient été réaménagés, la terrasse ornée de guirlandes lumineuses qui scintillaient comme des diamants dans le soleil couchant. Lucie retrouvait les lieux avec des sentiments mélangés. Une semaine plus tôt, elle était une simple serveuse, éblouie par tant de richesses. Aujourd'hui, elle connaissait tous les secrets cachés derrière ces murs somptueux. « Tu as l'air bizarre », lui fit remarquer Fabien en disposant les couverts sur les tables. « Ça va. » « Oui, juste un peu fatiguée. » En réalité, elle était sur les nerfs. Antoine lui avait expliqué le plan, vers 22h, quand les invités auraient bu suffisamment pour être détendus, mais pas assez pour être inconscients. Ils prendraient la parole pour un soi-disant discours de remerciement. C'est à ce moment qu'ils dévoileraient tout. À 19h, les premiers invités arrivèrent. Lucie reconnut plusieurs visages aperçus au mariage. Le député Morel, l'industriel Santini, le banquier Dubois, l'élite marseillaise au grand complet, tous venus célébrer l'union des charpentiers et des forts. Charles trônait dans le grand salon, resplendissant dans son smoking, distribuant poignées de main et sourires de circonstance. Il avait l'assurance de celui qui règne sans partage sur son petit monde. Rien dans son attitude ne trahissait l'inquiétude. Il ne sait pas ce qui l'attend, pensa Lucie en lui servant un verre de whisky. Leurs regards se croisèrent brièvement. Charles la dévisagea une seconde de trop, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi elle lui semblait familière. Puis il se détourna pour écouter une anecdote du préfet. Antoine et Camille circulaient parmi les invités, parfait couple de jeunes mariés. Mais Lucie voyait la tension dans les épaules d'Antoine. La façon dont ses yeux revenaient sans cesse vers l'horloge ancienne du salon, l'attente devenait insoutenable. Vers 21h, l'ambiance s'était détendue. Les langues se déliaient, les rires fusaient. Alimenté par les grands crus que Charles n'avait pas lésiné à offrir, le procureur de la Croix racontait ses dernières affaires au député Morel, tandis que plusieurs magistrats débattaient de la réforme de la justice près de la cheminée. « Parfait !» murmura Antoine en croisant Lucie près du bar. « Tous les témoins sont là. » À 22h précises, Antoine monta sur la petite estrade improvisée où l'orchestre avait joué plus tôt dans la soirée. Il frappa son verre avec une petite cuillère pour attirer l'attention. « Mesdames et messieurs, si vous me permettez. » Les conversations cessèrent progressivement. Tous les regards convergèrent vers le jeune homme élégant qui souriait à ses invités. « Je voudrais vous remercier d'être venus nombreux célébrer mon union avec Camille. Cette soirée marque un tournant dans ma vie. Et j'aimerais partager avec vous quelque chose d'important. » Charles fronça les sourcils. Ce n'était pas ce qui avait été prévu. Antoine devait juste remercier les invités et lever son verre à la santé de l'Assemblée. Vous savez tous que les Charpentiers sont une famille respectée de Marseille, que mon père Charles a bâti un empire immobilier prospère. Mais ce que vous ne savez pas, c'est à quel prix. Un murmure inquiet parcourut l'Assemblée. Charles fit un pas vers l'estrade, mais Antoine continua. Il y a 26 ans, mon père a violé une de ses employées, Hélène Poulain, quand elle s'est retrouvée enceinte. Il l'a forcée à épouser son frère pour cacher le scandale. « Antoine », rugit Charles. « Qu'est-ce que tu fais ? Je rétablis la vérité, papa. » Le mot claqua comme un coup de fouet. « Parce que Dieudonné n'était pas mon père, tu l'es. Et quand Hélène a menacé de révéler tes magouilles financières, tu l'as fait interner dans un hôpital psychiatrique. » Le silence était assourdissant. Plusieurs invités regardèrent vers les sorties. Mal à l'aise, le procureur de la Croix s'était rapproché de l'estrade, l'air grave. « Pendant 5 ans. » continua Antoine d'une voix de plus en plus forte. Tu l'as fait torturer avec des électrochocs et des drogues expérimentales, et quand elle a commencé à retrouver la mémoire, tu l'as fait assassiner. C'est faux. Charles avait perdu toute contenance. Mon fils a des problèmes psychologiques. Il ne sait plus ce qu'il dit. Vraiment ? Antoine sortit une liasse de documents de sa veste. Alors explique-moi ces rapports médicaux signés de ta main, ces lettres où tu la menaces. Ces reçus de paiement à la clinique Saint-Barnabé pour des traitements spéciaux. Le procureur de la Croix tendit la main. Puis-je voir ces documents ? C'est à ce moment que Lucie décida d'intervenir. Elle posa son plateau et s'avança vers l'estrade, sous les regards médusés de l'Assemblée. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit-elle d'une voix claire. Hélène Poulain avait 2 enfants, Antoine, que vous connaissez, et moi. Les murmures redoublèrent.
Charles devint livide. « Je m'appelle Lucie Rousseau, née Poulain. Je suis la fille d'Hélène et de Charles Charpentier. J'ai grandi en ignorant que mon père biologique était un violeur et un assassin. » Elle sortit la clé USB de sa poche et la tendit au procureur. « Voici les preuves de tous ces crimes, correspondances, rapports médicaux, témoignages, tout ce qu'il faut pour que justice soit rendue. » Charles tenta une dernière manœuvre. « Ces gens mentent. Ils essaient de me faire chanter « De la croix ». Vous me connaissez depuis 20 ans. Vous savez bien que tu es un salaud ?» L'interrompit une voix que Lucie reconnut immédiatement. Monique Poulain venait d'entrer dans le salon, appuyée sur sa canne, mais droite et fière. « J'ai gardé le silence pendant 15 ans, parce que tu m'avais menacée. Mais c'est fini maintenant. » Elle se tourna vers l'assemblée silencieuse. « Je suis Monique Poulain, la mère d'Hélène. J'ai vu Charles détruire ma fille. J'ai les lettres qu'elle m'envoyait en secret, où elle suppliait qu'on vienne la chercher. J'ai accepté son argent sale pendant des années pour protéger ma petite fille. Mais aujourd'hui, la vérité éclate enfin. » Le procureur de la Croix se tourna vers Charles. « Monsieur Charpentier, au vu de ces accusations graves et des éléments présentés, je vais devoir... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Charles venait de s'effondrer, foudroyé par une crise cardiaque. Le chaos s'installa immédiatement. Charles gisait sur le sol du grand salon, le visage livide. La respiration saccadée, plusieurs invités se précipitèrent vers lui, tandis que d'autres reculaient, terrifiés par ce qu'ils venèrent d'entendre. « Appelez une ambulance !» cria le docteur Martineau, un cardiologue qui était présent parmi les invités. Il s'agenouilla près de Charles et commença un massage cardiaque. « Il fait un infarctus massif. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. » Lucie regardait la scène, partagée entre la satisfaction de voir Charles s'effondrer et une étrange pitié pour cet homme qui avait ruiné tant de vies. Antoine, lui, observait son père avec une froideur glaciale, comme s'il assistait à la chute d'un ennemi de guerre. « Ne le laissez pas mourir, » murmura-t-il au médecin. « Il doit répondre de ses crimes devant la justice. » Le procureur de la Croix s'approcha de Lucie et d'Antoine. « Cette soirée prend une tournure dramatique, mais les accusations que vous portez sont extrêmement graves. Il faudra que nous reprenions tout cela dans un cadre officiel. » « Bien sûr, » répondit Antoine. « Nous avons tout documenté. 15 années de recherche, de témoignages, de preuves matérielles. » L'ambulance arriva 15 minutes plus tard. Les secours emmenèrent Charles sur une civière, le docteur Martineau les accompagnant pour surveiller ses constantes. Avant de partir, il se tourna vers Antoine. « Son état est critique. S'il survit, il gardera probablement des séquelles. Une partie de son cerveau a été privée d'oxygène. » Quand l'ambulance disparut dans la nuit, un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. La plupart des invités avaient dû quitter les lieux précipitamment, ne voulant pas être mêlés à cette affaire. Seuls restaient quelques proches et les magistrats présents. Camille s'approcha d'Antoine, les traits tirés par l'émotion. « Tu aurais pu me prévenir que ça se passerait comme ça. »« Je ne savais pas qu'il ferait une crise cardiaque, » répondit Antoine. « Et puis, tu m'avais dit que tu voulais la vérité sur cette famille. » « La vérité. » Oui, mais pas un spectacle pareil. Elle regarda autour d'elle le salon en désordre, les verres abandonnés, l'estrade où tout avait basculé. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ? Le procureur de la Croix rejoignit leur groupe. Mademoiselle Rousseau, Monsieur Charpentier, Madame Poulain, il va falloir que vous veniez au palais de justice lundi matin pour déposer officiellement. En attendant, je fais saisir tous les documents de Charles Charpentier. Cette propriété est désormais sous scellé. « Et s'il meurt ?» demanda Lucie. « Mort ou vif, l'enquête aura lieu. Ces crimes ne peuvent pas rester impunis. » Monique, qui était restée silencieuse depuis son intervention spectaculaire, s'approcha de sa petite fille. « Ma chérie, j'ai fait ce qu'il fallait. » Lucie prit sa grand-mère dans ses bras. « Tu as été parfaite, mamie. Maman aurait été fière de toi. J'espère qu'elle nous pardonnera nos 15 années de silence. » Antoine les observait, et Lucie vit passer une émotion fugace sur son visage. Il découvrait ce qu'était une vraie famille, l'amour inconditionnel entre une grand-mère et sa petite-fille, lui qui avait grandi dans le mensonge et la manipulation. « Antoine, » dit-elle en se tournant vers lui, « qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On termine le travail, Charles peut mourir demain. Mais son empire de corruption lui survivra si on ne fait rien. Il faut éplucher tous ses dossiers, retrouver tous ses complices, rendre l'argent volé. » Le procureur approuva. « Monsieur Charpentier a raison, cette affaire risque d'en entraîner beaucoup d'autres.
Nous allons avoir besoin de votre coopération totale. » Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'interrogatoires. De confrontations, de perquisitions, les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant sur l'empire de la corruption et le mystère Hélène Poulain. Lucie et Monique furent harcelées par les journalistes, obligées de se cacher pour échapper aux photographes. Charles survécut à sa crise cardiaque. Mais comme l'avait prédit le docteur Martineau, il garda de lourdes séquelles neurologiques, incapable de parler correctement, paralysé du côté droit. Il fut transféré de l'hôpital vers une prison médicalisée en attendant son procès, une justice poétique, commenta Antoine lors d'une de leurs rencontres au palais de justice. Il a détruit l'esprit de notre mère. Maintenant, c'est le sien qui est atteint. L'enquête révéla l'ampleur des crimes de Charles. Pendant 30 ans, il avait monté un système complexe de corruption impliquant des élus locaux, des fonctionnaires, des entrepreneurs. Les pots de vin se chiffraient en millions d'euros, prélevés sur les budgets publics destinés au logement social. Pendant que des familles attendaient des logements décents, Charles et ses complices se remplissaient les poches, expliqua le juge d'instruction Mercier à Lucie. Votre mère avait découvert le système en 2003. C'est pour ça qu'il a voulu la faire taire. Camille prit une décision radicale. Elle demanda l'annulation de son mariage et quitta la France pour l'Angleterre. Je ne peux pas porter le nom de Charpentier, expliqua-t-elle à Antoine lors de leur dernière rencontre. Pas après ce que j'ai appris. Je comprends, répondit-il. Mais tu sais que tu peux compter sur moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Antoine regarda par la fenêtre de l'appartement parisien où Camille préparait ses bagages. Je vais reconstruire. L'entreprise, la famille, tout. Effacer l'héritage de Charles et bâtir quelque chose de propre. 3 semaines après la soirée catastrophique, Lucie reçut un appel d'Antoine. « J'ai une proposition à te faire. Tu veux qu'on se voie ?» Ils se retrouvèrent dans un café du Vieux-Port. Loin de l'agitation médiatique qui entourait encore l'affaire, Antoine avait maigri, ses traits s'étaient creusés sous le stress des dernières semaines. Les avocats ont épluché la succession, commença-t-il. Charles possédait un patrimoine considérable, obtenu légalement ou pas, comme tu es sa fille reconnue maintenant. Tu as droit à la moitié de l'héritage. Lucie secoua la tête. Je ne veux pas de son argent sale. Moi non plus. Mais on peut en faire quelque chose de bien. Antoine se pencha vers elle. J'ai une idée. On crée une fondation avec cet argent. Une fondation qui aide les victimes d'abus de pouvoir, qui finance des logements sociaux vraiment sociaux, qui lutte contre la corruption. Une fondation au nom de maman. Exactement. La fondation Hélène Poulain, notre façon de transformer son sacrifice en force positive. Lucie réfléchit. Utiliser l'argent de Charles pour réparer le mal qu'il avait fait. C'était une forme de justice poétique. Et l'entreprise familiale, je la transforme complètement. Plus de magouilles, plus de corruption. On construira vraiment pour les gens qui en ont besoin, pas pour s'enrichir. Antoine la regarda intensément. Tu veux m'aider ? On est frères et sœurs après tout. Pour la première fois depuis des semaines. Lucie sourit vraiment. Frères et sœurs, répéta-t-elle. J'ai du mal à m'y habituer. Moi aussi. Mais on a du temps pour apprendre. Ils sortirent du café ensemble, marchant côte à côte le long du port. Derrière eux, les calanques de Cassis se dessinaient dans le lointain, là où tout avait commencé. Devant eux s'ouvrait un avenir incertain mais plein d'espoir. La justice pour Hélène n'était que le début. Maintenant commençait la reconstruction. 2 ans plus tard, le procès de Charles Charpentier s'ouvrit enfin devant la cour d'assises de Marseille. L'affaire avait fait l'objet d'une instruction minutieuse qui avait révélé l'ampleur du réseau de corruption. 17 personnes étaient poursuivies, dont 3 élus locaux, 2 entrepreneurs et plusieurs fonctionnaires. Lucie pénétra dans le palais de justice en tenant le bras de Monique. Sa grand-mère avait beaucoup vieilli ces 2 dernières années, mais elle avait tenu à être présente pour témoigner. « Pour Hélène », répétait-elle chaque fois que la fatigue menaçait de la faire renoncer, Charles fut amené dans le box des accusés en fauteuil roulant, amaigri, le regard vague. Il était l'ombre de l'homme puissant qui terrorisait sa famille 2 ans plus tôt. Les séquelles de son infarctus l'avaient laissé diminuer. Mais les expertises psychiatriques avaient conclu qu'il était apte à être jugé, Monsieur Charpentier, commença le président du tribunal. Vous êtes accusé d'assassinat sur la personne d'Hélène Poulain, de corruption active et passive, de détournement de fonds publics et de séquestration arbitraire. Que répondez-vous à ces accusations ? Charles balbutia quelques mots incompréhensibles.
Ses avocats plaidèrent l'irresponsabilité due à son état de santé, mais le procureur fut inflexible. L'accusé était parfaitement conscient de ses actes au moment des faits, sa condition actuelle ne peut l'exonérer de ses crimes. Lucie fut appelée à témoigner le 3e jour. Face au juré, elle raconta son enfance dans le mensonge, sa découverte de la vérité, la souffrance de sa grand-mère contrainte au silence. Sa voix ne trembla qu'une fois, quand elle évoqua les documents trouvés dans le bureau de Charles. « Ma mère a été internée de force pendant 5 ans, dit-elle en regardant l'accusé droit dans les yeux, torturée par des traitements inhumains pour la réduire au silence, et quand elle a commencé à retrouver la mémoire, il l'a fait assassiner. » Antoine témoigna le lendemain, détaillant sa découverte progressive de la vérité. « J'ai grandi en appelant papa l'homme qui avait détruit ma mère pendant 21 ans. J'ai vécu dans le mensonge qu'il avait construit. » Le témoignage de Monique bouleversa l'audience. Malgré ses 80 ans et sa santé fragile, elle raconta avec une précision implacable les menaces de Charles, les années de silence forcé, l'argent qu'elle avait accepté pour protéger Lucie. « Je me suis tue parce que j'avais peur, » avoua-t-elle. Peur qu'il tue ma petite fille comme il avait tué ma fille. Mais le silence est parfois la pire des lâchetés. Les avocats de Charles tentèrent de discréditer les témoignages, arguant que les documents pouvaient être des faux, que les témoins étaient motivés par l'appât du gain, mais l'expertise graphologique confirma l'authenticité des lettres. Et les recoupements entre tous les éléments formaient un faisceau de preuves accablant. Le directeur de la clinique Saint-Barnabé, mis en examen pour complicité, finit par avouer « Monsieur Charpentier nous versait des sommes importantes pour maintenir Madame Poulain sous sédatif. Nous savions qu'elle n'était pas vraiment malade. Mais l'argent était trop tentant. Au terme de 3 semaines de débat, le verdict tomba. Charles Charpentier était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes. Ses complices écopèrent de peines allant de 5 à 15 ans de prison. « Justice est rendue !» murmura Monique en serrant la main de Lucie. Mais le procès n'était que le début de la reconstruction. Parallèlement aux procédures judiciaires, Antoine et Lucie avaient travaillé d'arrache-pied. Pour transformer l'héritage empoisonné de Charles en force positive, la Fondation Hélène Poulain fut officiellement créée 6 mois après le procès. Dotée d'un budget de 12 millions d'euros provenant de la liquidation des biens de Charles, elle se donnait pour mission d'aider les victimes d'abus de pouvoir et de financer des logements sociaux de qualité. « Votre premier dossier », annonça Maître Durand, l'avocat de la Fondation, en posant un épais classeur sur le bureau de Lucie. Elle avait accepté de diriger la Fondation après avoir terminé ses études de droit. Diplômée major de sa promotion, elle s'était spécialisée dans la défense des victimes de violences. Son bureau, installé dans les anciens locaux de l'entreprise Charpentier entièrement rénovée, était déjà submergé de demandes d'aide. Madame Benali, 42 ans, menacée par son ex-mari qui a des relations dans la police locale, lut Lucie. Elle demande notre protection juridique et un relogement sécurisé. C'est exactement le type de dossier pour lequel nous existons, répondit Antoine depuis son propre bureau, séparé du sien par une cloison vitrée. Antoine avait tenu parole. L'entreprise familiale était devenue une coopérative de construction sociale, plus de profits excessifs, plus de dessous de table. Ils construisèrent des logements décents pour les familles modestes. Financé en partie par la Fondation, le projet des Flamands avance bien, annonça-t-il. 70 appartements dans ton ancien quartier, Lucie. Monique pourra même choisir le sien si elle veut. Lucie sourit. Sa grand-mère avait d'abord refusé de quitter son petit appartement de la cité, mais l'idée de vivre dans un logement moderne et adapté à son âge commençait à la séduire. Elle dit qu'elle réfléchit, mais je sais qu'elle a déjà choisi celui avec la plus belle vue sur la mer. La transformation n'avait pas été facile. Certains anciens employés de Charles avaient mal vécu le changement de cap de l'entreprise. D'autres clients, habitués aux pratiques douteuses de l'ancien patron, avaient préféré aller voir ailleurs. Mais petit à petit, une nouvelle équipe s'était formée, unie autour des valeurs de transparence et d'éthique. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» dit Antoine en rejoignant Lucie près de la fenêtre qui donnait sur le chantier des Flamands. « C'est qu'on construit là où Charles avait détruit, littéralement et symboliquement. Maman aurait aimé voir ça, » répondit Lucie, son fils et sa fille travaillant ensemble pour réparer le mal qu'il avait fait. « Tu crois qu'elle nous voit ?» Lucie haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais j'espère qu'elle est en paix maintenant, le soir. »
en rentrant chez elle dans son nouvel appartement près du Vieux-Port. Lucie trouvait parfois Monique installée sur le canapé, feuilletant les journaux qui parlaient encore régulièrement de « l'affaire Charpentier ». « Regarde », dit sa grand-mère en lui montrant un article du Provençal. « Il parle de votre fondation, une renaissance sociale sur les cendres de la corruption. Ils écrivent « C'est joli, non ? Très joli, mamie ». Monique referma le journal et regarda sa petite fille avec fierté. « Tu sais, Lucie, pendant 15 ans, j'ai eu honte. Honte de mon silence, de ma lâcheté, de cet argent que j'acceptais. Mais maintenant, je vois ce que vous avez construit tous les deux. Et je me dis qu'Hélène n'est pas morte pour rien. Elle n'est pas morte pour rien parce qu'elle nous a donné la force de nous battre, répondit Lucie en s'asseyant près de sa grand-mère. Toi en me protégeant toutes ces années, moi en cherchant la vérité, Antoine en préparant sa vengeance. Chacun à sa façon. On a continué son combat. Cette nuit-là, Lucie rêva de sa mère pour la première fois depuis longtemps. Hélène lui apparut telle qu'elle était sur la photo du mémorial. Jeune, souriante, pleine d'espoir. Mais dans le rêve, elle ne portait plus cette robe d'employée. Elle était vêtue de blanc, libre enfin. Et elle souriait en regardant ses enfants reconstruire le monde qu'elle avait voulu leur offrir. Au réveil, Lucie ne ressentit plus cette tristesse lancinante qui l'accompagnait depuis 2 ans. Pour la première fois. Elle avait l'impression qu'Hélène était vraiment en paix. La justice était rendue. La reconstruction était en marche. Une nouvelle vie commençait, 3 ans après le procès. Par une matinée de printemps baignée de soleil méditerranéen, Lucie et Antoine se dirigeaient vers la cité des Flamands. Le quartier avait été entièrement transformé. Là où s'entassaient autrefois des barres d'immeubles décrépites, s'élevaient maintenant des résidences modernes aux façades colorées, entourées d'espaces verts et d'aires de jeu. « Regarde », dit Antoine, en désignant un groupe d'enfants qui jouaient près de la fontaine centrale. « Tu te souviens de cet endroit, quand on était gamin ?» Lucie sourit. Ils avaient pris l'habitude de dire « quand on était gamin ». Même s'ils n'avaient découvert leur lien de parenté qu'à l'âge adulte, cette complicité fraternelle était devenue naturelle au fil des années de travail commun. Je me souviens surtout que mamie m'interdisait de jouer près de cette fontaine parce qu'elle était cassée et dangereuse. Ils se dirigeaient vers l'inauguration de la dernière phase du projet. L'Institut Hélène Poulain, le bâtiment, construit à l'emplacement exact de l'ancien appartement de Lucie et Monique, abritait un centre d'aide juridique gratuite, des logements temporaires pour femmes en détresse et une crèche communautaire. Devant l'entrée, une petite foule s'était rassemblée, journalistes, habitants du quartier, élus locaux, tous venus assister à cette inauguration symbolique. Lucie reconnut plusieurs visages, Maître Durand, leur avocat fidèle, le docteur Martineau qui avait soigné Charles le soir de son effondrement, et même Camille, revenue spécialement d'Angleterre pour l'occasion. « Lucie !» Camille l'embrassa chaleureusement. « Tu es resplendissante. Ce nouveau poste te va bien. » Lucie avait été nommée procureure adjointe 6 mois plus tôt, après avoir brillamment dirigé la fondation pendant 2 ans. Sa spécialisation dans la défense des victimes de violences conjugales lui avait valu une reconnaissance nationale. Et toi, comment ça se passe à Londres ? Très bien. J'ai ouvert un cabinet d'architecture spécialisé dans la rénovation urbaine. Ironie du sort. Je fais un peu le même travail que vous, mais de l'autre côté de la Manche. Monique arriva dans son fauteuil roulant, poussée par Fatima, l'aide-soignante qui s'occupait d'elle depuis qu'elle avait emménagé dans la résidence médicalisée des Flamands, à 83 ans. Elle avait perdu en mobilité, mais rien de sa vivacité d'esprit. « Mes chéris », dit-elle en tendant les bras vers Lucie et Antoine, « vous êtes prêts pour le grand moment. » « Plus que prêts. »« Mamie, et toi ?»« Moi, j'attends ça depuis 3 ans. » Monique regarda le bâtiment flambant neuf devant eux. « Tu sais, Lucie, parfois je me dis qu'Hélène a tout orchestré depuis là-haut. Ton arrivée chez les Charpentiers ce jour-là, ta découverte de la photo, ta rencontre avec Antoine, tout s'est enchaîné comme si elle tirait les ficelles. » Le maire de Marseille prit la parole pour l'inauguration officielle. L'Institut Hélène Poulain représente tout ce que notre ville peut accomplir quand la justice triomphe de la corruption, quand l'espoir l'emporte sur le cynisme. Puis ce fut au tour d'Antoine de s'exprimer, élégant dans son costume sombre. Il avait gardé cette prestance naturelle qui impressionnait les foules, mais son discours était empreint d'une sincérité qu'on ne lui connaissait pas du temps de Charles. « Hélène Poulain était ma mère,
mais aussi celle de millions de femmes qui luttent chaque jour contre l'injustice et l'oppression, cet institut porte son nom, mais il porte surtout ses valeurs, la détermination, le courage, et cette foi inébranlable en un monde meilleur. Quand vint le tour de Lucie, elle s'approcha du micro en serrant dans sa main la lettre qu'ils avaient trouvée parmi les affaires personnelles d'Hélène, retrouvée dans un coffre de la clinique Saint-Barnabé après le procès. Il y a 6 ans, j'étais une jeune femme qui travaillait comme serveuse pour payer les soins de sa grand-mère. Je croyais que ma mère était morte dans un accident quand j'avais 5 ans. Aujourd'hui, je sais qu'elle est morte en héroïne, en se battant pour la vérité. Sa voix porta dans le silence attentif de l'assemblée. Cette lettre qu'elle a écrite dans sa cellule de la clinique, peu avant sa mort, nous l'avons découverte il y a 2 ans. Je voudrais vous la lire, parce qu'elle résume mieux que tous nos discours l'esprit de cet institut. Lucie déplia soigneusement le papier jauni et commença. Si quelqu'un lit cette lettre un jour, cela signifie que la vérité a fini par éclater. Je m'appelle Hélène Poulain, j'ai 30 ans, et je vais probablement mourir dans cette clinique où Charles Charpentier m'a enfermée pour me faire taire. Un murmure parcourut l'assistance. Même ceux qui connaissaient l'histoire étaient émus d'entendre les mots authentiques d'Hélène. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. J'ai découvert que Charles volait l'argent destiné aux logements sociaux, et j'ai voulu le dénoncer, pas par vengeance, mais parce que des familles entières vivaient dans la misère pendant qu'ils s'enrichissaient sur leur dos. Lucie marqua une pause, la voix légèrement tremblante. Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes probablement mes enfants. Car oui, j'ai eu 2 enfants avec cet homme, Antoine, que j'ai dû abandonner quand Charles m'a enfermée ici, et une petite fille née en secret que j'ai confiée à ma mère pour la protéger. Antoine s'approcha de sa sœur et lui prit la main. Ensemble, ils terminèrent la lecture. Mes enfants, si vous êtes là à lire cette lettre, cela signifie que vous avez choisi la justice plutôt que la vengeance, la construction plutôt que la destruction. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Ma mort n'aura pas été vaine si elle vous a donné la force de bâtir un monde plus juste. Je vous aime de tout mon cœur. Et j'espère que vous trouverez dans votre combat la paix que je n'ai pas pu connaître, Hélène. Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Plusieurs personnes dans l'assistance pleuraient ouvertement, touchées par ces mots d'outre-tombe qui résonnaient avec une vérité bouleversante. Monique fut la première à applaudir. Bientôt suivie par toute l'assemblée, ce n'étaient même pas des applaudissements de circonstance, mais un hommage sincère à une femme qui avait payé de sa vie sa soif de justice. Après la cérémonie, tandis que les invités visitaient les locaux de l'Institut, Lucie, Antoine et Monique se retrouvèrent dans le petit jardin mémoriel aménagé derrière le bâtiment. Au centre, une stèle simple portait le nom d'Hélène Poulain, et ces mots « Mère courageuse qui mourut en luttant pour la vérité, son combat continue à travers ses enfants. » « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse, » dit Monique en caressant la pierre gravée. « C'est qu'elle n'est plus une victime dans l'histoire qu'on raconte. Elle est devenue un symbole. » Antoine déposa une gerbe de fleurs blanches au pied de la stèle. L'empire Charpentier était bâti sur la corruption et la violence. L'héritage Poulain se construit sur la justice et la solidarité. « Et Charles ?» demanda Lucie. « Des nouvelles. Il est mort la semaine dernière dans sa cellule médicalisée, » répondit Antoine. Une nouvelle attaque cardiaque. Les gardiens ont dit qu'il murmurait le nom d'Hélène avant de s'éteindre. Ils restèrent silencieux quelques instants. Digérant cette nouvelle, la mort de Charles fermait définitivement une page douloureuse de leur histoire familiale. Maman a gagné. Finalement, murmura Lucie. Elle voulait que la vérité éclate, que justice soit rendue. Elle voulait protéger les faibles contre les puissants. Tout ça s'est réalisé. Et nous ? Demanda Antoine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Lucie regarda autour d'elle. L'institut qui bourdonnait d'activités. Les résidences où vivaient des familles heureuses, les jardins où jouèrent des enfants. On continue. Il y a encore tant de Charles Charpentier dans ce monde, tant d'Hélène Poulain à défendre. Le soleil commençait à décliner sur Marseille, baignant la cité des Flamands d'une lumière dorée, pour la première fois depuis 6 ans. Lucie ressentit une paix profonde. La mission était accomplie, mais le combat continuait. En rentrant chez elle ce soir-là, elle s'arrêta devant son miroir et y vit le visage de sa mère, les mêmes yeux verts, la même détermination, mais plus de tristesse, plus de colère, juste la sérénité de celle qui sait que l'amour et la justice finissent toujours par triompher. L'héritage d'Hélène était entre de bonnes mains,